L'un des aspects clés que j'ai remarqué était l'absence de ce qu'on appelle une opposition, l'absence de ce qui est souvent nécessaire pour que les États-Unis et Israël parviennent à leur fin en matière de changement de régime, à savoir une force soit à l'intérieur du pays, soit venant de l'extérieur, comme nous l'avons vu en Syrie. Je n'ai rien vu de tel. Qu'en pensez-vous? Lors des funérailles, le dernier véhicule transportant des corps était destiné aux enfants, y compris toute la famille de l'un des scientifiques nucléaires. En fait, l'un des scientifiques nucléaires qui a été assassiné a vu sa famille élargie massacrée parce qu'il s'était réfugié chez son père dans une petite ville, et le régime israélien a détruit tout l'immeuble, tuant de nombreux proches ainsi que la famille elle-même. En Iran, lorsque les gens sont témoins de ce genre de comportement et de ces crimes, et lorsqu'ils voient comment les médias occidentaux les justifient, pas seulement Fox News, mais aussi CNN, pas seulement Breitbart, mais aussi le New York Times, pas seulement The Times, mais aussi The Guardian ou France 24, ils constatent qu'ils sont tous pareils, et les gens le reconnaissent. Ou le grand nombre de médias persans basés en Occident, avec des mercenaires persanophones diffusant de la propagande occidentale, justifiant les crimes du régime israélien et cherchant à démoraliser les Iraniens. Ils voient cet immense appareil et ils voient aussi les corps sans vie et les enfants morts. Cela a donc créé une unité au sein de la population. Mais plus important encore, Danny, plus important encore, c'est le fait que cela a suscité une nouvelle prise de conscience chez de nombreux jeunes Iraniens qui n'avaient jamais connu la révolution, qui n'avaient jamais vu les États-Unis soutenir le Shah lorsqu'il abattait des gens dans les rues, qui n'avaient pas vu comment les États-Unis et les Européens, et les Allemands en particulier, auxquels faisait allusion le professeur Katz-Kudai. Je pense que la remarque faite par le chancelier allemand était que le régime israélien faisait le sale boulot à notre place. C'est le même régime allemand qui fournissait à Saddam Hussein des armes chimiques à utiliser contre les Iraniens et son propre peuple. À l'époque, il soutenait pleinement cela. Donc, ces jeunes n'ont pas vu cela. Ils n'ont pas grandi pendant ces années-là, les années 1970, les années 1960 ou les années 1980. Et bien sûr, ces jeunes, beaucoup d'entre eux, ont été influencés par les récits occidentaux, par les médias persans qui font la promotion de l'Empire. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux sont devenus hostiles. Beaucoup sont devenus critiques. Beaucoup sont devenus indifférents à la République islamique d'Iran et pensent que nous sommes têtus, que l'Occident veut résoudre tous les problèmes et que c'est nous qui faisons preuve d'entêtement. Et si nous mettions simplement notre entêtement de côté, les choses iraient beaucoup mieux. Et si nous abandonnions la résistance, alors l'Occident ne nous antagoniserait plus. Cette croyance a été complètement démolie. Beaucoup de personnes m'ont contacté au cours des 16 ou 17 derniers jours depuis le début de la guerre, et ils m'ont dit, aussi bien depuis l'intérieur de l'Iran que depuis l'extérieur, des Iraniens vivant à l'étranger, que leur point de vue a complètement changé aujourd'hui. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés et qu'en réalité, l'ayatollah Khamenei avait raison de ne pas faire confiance à l'Occident, d'être prudent vis-à-vis de l'Occident, d'être sceptique à l'égard de l'Occident. Le simple fait que les États-Unis négociaient avec l'Iran et que le président américain faisait semblant d'être contre une attaque, alors qu'il s'avère qu'il complotait contre le peuple iranien. Et le simple fait que ses propres opposants parmi les élites occidentales, qui détestent Trump et s'opposent à lui sur tous les sujets, lorsqu'il s'agit d'attaquer l'Iran, ils sont tous du même côté. Ils blanchissent tous le régime sioniste. Ils essayent tous de glorifier les actions de ce régime. Cela a eu un impact énorme en Iran
et cela a uni les Iraniens d'une manière que je n'avais pas vue depuis les 35 dernières années. C'est comme lorsque Saddam Hussein a envahi l'Iran. Et donc, ce n'était pas seulement pendant les funérailles. C'était aussi lors des funérailles organisées à travers le pays, où des foules immenses sont descendues dans les rues. Mais ce n'était pas uniquement pendant les funérailles. C'était vendredi dernier, lors des frappes aériennes, pendant les attaques barbares, quand ils visaient des hôpitaux, quand le régime sioniste ciblait des ambulances et des voitures familiales. Ils ont bombardé des voitures familiales sur les autoroutes. Lorsqu'ils ont visé la Société du Croissant Rouge, l'une des personnes blessées, un des travailleurs du Croissant Rouge, l'un d'eux qui avait été grièvement blessé, vient de mourir il y a quelques heures. La nouvelle vient de tomber. Donc, ce régime, le régime israélien, bombardait des gens sans distinction et les massacrait. Pourtant, les gens sont descendus dans la rue à travers tout le pays pour manifester leur soutien au gouvernement, aux forces armées, à l'État et aux institutions étatiques. Et il est intéressant de noter que dès le premier jour où le régime israélien a attaqué et massacré tant de personnes et assassiné tant de hauts commandants, cette nuit-là, de nombreuses personnes sont descendues dans la rue. Mais il y a autre chose que je devrais ajouter, ce qui rejoint ce que j'ai dit plus tôt. En Occident, ils prétendent que l'Iran est un régime répressif, que les gens n'ont aucune liberté, que le régime est impopulaire. Eh bien, ce régime sioniste barbare a éliminé la direction des gardiens de la révolution. Qu'est-il arrivé? Est-ce que le peuple s'est retourné contre le système? Did the people turn against the system? Did they celebrate the murder of the guards? Ont-ils changé d'avis? Ont-ils célébré l'assassinat des gardiens? Ont-ils vu cela comme une opportunité de se révolter? Parce qu'à ce moment-là, les gardiens étaient sans chef. La plupart des dirigeants étaient partis. Mais rien ne s'est passé. C'était exactement le contraire. Exactement le contraire. Et cela montre qu'en réalité, la République islamique d'Iran a toujours bénéficié d'un soutien populaire. Et aujourd'hui, ce soutien populaire est bien plus important qu'auparavant. Et le fait que les forces armées, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, les gardiens et l'État ensemble, aient pu repousser cette attaque collective contre la nation, cet acte collectif de guerre et d'agression, avec l'aide des pays voisins, est significatif. Le rôle de la dictature en République d'Azerbaïdjan reste encore flou pour nous. Le fait que les stations radars dans les pays voisins du nôtre étaient toutes utilisées, que l'espace aérien de la Jordanie et de l'Irak était utilisé, le fait que les pays de l'OTAN, non seulement ils aidaient, mais en ce moment même, nous voyons des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord envoyer immédiatement des avions chargés d'armes à Israël pour le préparer à une nouvelle vague d'agression contre le peuple iranien. Nous le voyons. Bien sûr, les Iraniens se préparent aussi. Et cette fois-ci, si quelque chose se produit, la punition pour le régime israélien, sera différente de ce qu'elle a été auparavant. Et mon conseil aux sionistes est de partir, de quitter la Palestine maintenant. Ils n'ont aucun avenir là-bas. Ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, qui ont massacré les Palestiniens en Cisjordanie et en particulier dans la bande de Gaza, devraient partir maintenant. Mais de toute façon, le fait est que tous les récits de l'Occident concernant l'Iran se sont révélés faux. Et chaque fois que par le passé, nous disions que vos récits étaient faux dans les médias occidentaux, ils se moquaient de nous, ils nous ridiculisaient, ils nous insultaient, ils me traitaient de porte-parole du régime. Des gens comme Piers Morgan et d'autres, on parle de son hostilité envers moi, de sa haine pour l'Iran et de ses attaques constantes contre l'Iran. Même après tout cet abus, non seulement de sa part, mais aussi de la part de tous ces médias occidentaux traditionnels,
Ils font tout cela pour légitimer l'agression. Ils créent de la haine entre les peuples afin de préparer le terrain à la guerre, pour que les gens ordinaires en Occident soutiennent la guerre. Et ensuite, ils mentent à ce sujet. Fox News parle maintenant de la menace à l'intérieur des États-Unis. Ils arrêtent de pauvres Iraniens qui sont venus immigrer aux États-Unis. Ils parlent de cellules dormantes. Tout cela n'est que mensonge. CNN parle aussi de cellules dormantes, ces libéraux. Ils font cela pour diaboliser les Iraniens ordinaires aux États-Unis, mais aussi pour créer de la haine envers l'Iran, pour légitimer les frappes aériennes, pour légitimer le meurtre, pour légitimer le massacre de familles entières et de personnes vivant dans des immeubles. C'est de cela qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, les gens voient clair dans ce jeu. Ainsi, tous ces récits des médias occidentaux, ils ont tous été écrasés. Ils ont été brisés. Les gens voient ce qui se passe dans les rues en Iran. Les gens voient ce qui se passe maintenant au Royaume-Uni. Nous voyons comment les slogans contre le régime israélien sont repris par d'immenses foules. D'immenses foules scandent des slogans contre ce régime sioniste meurtrier. Et la BBC essaie de censurer cela. Et le régime à Londres tente de créer la peur en annonçant qu'il va mener une enquête. En d'autres termes, ils veulent instaurer la peur afin de faire taire ceux qui soutiennent le peuple palestinien et qui s'opposent à l'Holocauste. C'est donc extraordinaire de voir comment la situation s'est inversée. Jusqu'à présent, le récit voulait que le peuple iranien soit contre le soi-disant régime, alors qu'il s'avère que ce sont les Britanniques qui sont contre leur propre régime. Il y a des informations selon lesquelles Israël chercherait maintenant à obtenir une somme incroyable d'argent, 17 milliards de dollars américains, je crois, pour reconstituer ses défenses aériennes après cette guerre de 12 jours, comme l'Occident l'appelle. En grande partie, cela s'explique par le fait que les États-Unis ont eux-mêmes admis avoir épuisé environ plus de 20% de l'ensemble de leur système de défense aérienne THAAD en les fournissant à Israël afin de se défendre contre les missiles iraniens. Il y a de vives controverses à ce sujet, et je suis curieux de connaître votre réaction concernant l'État d'Israël, pas l'État d'Israël en tant que tel, mais la situation d'Israël après cela. Car d'un côté, ils affirment vouloir reprendre les hostilités dès que possible. D'un autre côté, j'aimerais avoir votre évaluation de la performance de l'Iran, car beaucoup de gens ont douté de la réponse iranienne, et je suis curieux de connaître votre avis à ce sujet. Eh bien, je pense que Trump lui-même a déclaré qu'Israël avait été durement touché. Et il n'était pas obligé de le dire. Je veux dire, il aurait très bien pu ne rien dire. Mais la raison, c'est que c'était quelque chose d'indéniable. Et comme je l'ai dit, la raison pour laquelle la guerre s'est arrêtée après 12 jours, enfin, elle ne s'est pas vraiment arrêtée, c'était plutôt une sorte de cessez-le-feu, c'est qu'Israël ne pouvait plus tenir. Mais je pense que le point le plus important ici, ou du moins le plus important, c'est qu'il y a toujours eu ce débat pour savoir si Israël est un atout ou un fardeau pour les Américains. Et il y a eu Eh bien, nous savons qu'il existe une sorte de discours hégémonique pro-israélien aux États-Unis, rendu possible par le lobby israélien. Par lobby, nous ne parlons pas seulement de l'AIPAC, nous faisons référence à un très vaste réseau de différentes organisations et individus qui tentent de diverses manières d'influencer le discours sur Israël. Mais ces dernières années, ces dernières décennies, surtout après la publication de The Israel Lobby par Mearsheimer et Walt, ce débat sur l'utilité de cette relation pour les Américains a commencé. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette confrontation avec l'Iran, où Israël se retrouve enfin à affronter un véritable pays, une véritable armée, car auparavant, tout ce qu'il faisait, c'était attaquer des femmes et des enfants, des personnes sans défense, même lorsqu'il était au Liban, car le Liban, à part le Hezbollah, qui est une sorte d'organisation,
Ce n'est pas le gouvernement libanais. Il en fait partie. Mais le gouvernement libanais n'a jamais vraiment combattu les Israéliens. C'est la même chose avec la situation de ces dernières années avec la Syrie. Donc, dans le cas de l'Iran, c'était peut-être la première fois depuis des décennies qu'Israël affrontait réellement un ennemi capable de riposter. Cette discussion est donc, à mon avis, devenue plus sérieuse. Et je pense qu'il sera intéressant de suivre, dans les semaines et les mois à venir, ce débat aux États-Unis sur la durée possible de ce conflit, alors que les gens commencent à remettre en question de manière critique la relation et à se demander si elle en vaut vraiment la peine ou non. Il y a eu un tweet, je crois, de Trump affirmant que, vous savez, nous dépensons beaucoup pour Israël. Donc, d'une certaine manière, il sous-entend que parce que nous dépensons beaucoup, nous avons notre mot à dire sur ce qui se passe en interne, sur les problèmes que Netanyahou a avec la justice. Et d'une certaine façon, Trump essaie peut-être d'indiquer aux Israéliens d'arrêter le cours des procédures judiciaires engagées contre Netanyahou. Donc je pense que c'était sérieux. Les Israéliens ont été contrariés par cela. Pourquoi s'immiscent-ils dans nos affaires internes? Eh bien, ils vous versent beaucoup d'argent. Donc je pense que toute la logique de cette relation, de cette soi-disant relation, est remise en question de manière très sérieuse. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions suivre dans les semaines et les mois à venir. Je pense que la relation ne sera pas aussi fluide qu'elle l'était, car de plus en plus de personnes réfléchissent de manière critique à ce sujet, non seulement aux atrocités qui se déroulent à Gaza, dans lesquelles les États-Unis sont le principal soutien, et sont complices de ces atrocités, mais aussi à la question de savoir combien nous devrions dépenser pour un régime qui n'est pas capable de se défendre face à de véritables armées. Il n'est capable que de massacrer des femmes et des enfants. Donc je pense que c'est une question très importante en lien avec ce que vous avez mentionné. Oui, Dr Marandi, vous savez, à bien des égards, la façon dont je vois les choses, pour faire suite à ce que disait le Dr El-Khad, c'est qu'il est difficile d'imaginer les États-Unis se détacher d'Israël, étant donné à quel point, en ce qui concerne le régime américain, ils se sont profondément liés et attachés à Israël. Mais en même temps, ce qu'Israël a fini par faire a placé les États-Unis dans une position très précaire. Et ces 12 jours, ils n'ont duré que 12 jours, en grande partie parce que les États-Unis ne pouvaient pas continuer sans risquer des conséquences potentiellement catastrophiques. Quelles sont vos réactions à cela? Si, comme l'a dit le professeur El-Khad, si le régime israélien avait gagné, s'il était en train de gagner, ou s'il y avait simplement une impasse, la guerre aurait continué. Pourquoi pas? Pourquoi ne continuerait-elle pas? Mais le fait est que le régime israélien était en train de perdre, malgré cette attaque éclair contre les Iraniens, malgré le fait que les Américains et les Européens lui ont tout donné, absolument tout. Des choses dont, comme je l'ai dit, Zelensky ne pouvait que rêver. Tout était à la disposition du régime israélien. Pas seulement l'équipement, mais aussi les troupes américaines elles-mêmes, les défenses aériennes américaines, les Européens, les acteurs régionaux, tous disposant de moyens américains sur leur territoire à utiliser contre les Iraniens. Tous, sans exception. Donc, malgré tout cela, ils ont dû y mettre fin rapidement. Souvenez-vous, au début, comment Trump se vantait et ridiculisait l'Iran, parce qu'il pensait que le régime était en train de gagner. Il ne comprend rien, ni lui, ni ses collaborateurs, ni les élites américaines, ni ces soi-disant experts de l'Iran dans les think tanks américains. Aucun d'eux n'a la moindre idée de la réalité en Iran. Ils se trompent tous sur l'Iran parce qu'ils passent leur temps à produire de la propagande depuis des décennies. Ces soi-disant experts des think tanks produisent toutes sortes de documents sur l'Iran, tous absurdes.
Que ce soit l'Atlantique, le New York Times ou les think tanks eux-mêmes, ils produisent tous des absurdités et de la propagande, comme la propagande de l'Union soviétique, mais un peu plus brillante, un peu mieux écrite et un peu plus sophistiquée que la propagande grossière d'autrefois. Ils financent donc leurs soi-disant experts de l'Iran pour qu'ils disent ce qu'il faut dire. Puis ces experts invitent des politiciens et leur versent d'énormes honoraires pour qu'ils viennent dire ce qu'il faut dire, afin d'obtenir plus de financement pour se payer eux-mêmes ainsi que les politiciens. Tout le monde profite de ce cercle et de ces relations, sauf le peuple américain qui en paie le prix. Ensuite, lorsque le moment vient et que les politiques sont mises en œuvre, on constate que c'est exactement le contraire de ce que tous prédisaient qui se produit. Et pourtant, puisqu'il n'y a absolument aucune responsabilité aux États-Unis, personne ne revient 10 ans en arrière pour voir ce que ces gens disaient sur l'Iran et ce qui s'est réellement passé. Personne ne revient 3 ans en arrière pour voir ce qu'ils disaient sur l'Iran et ce qui s'est réellement produit. Personne ne regarde ce qu'ils disaient il y a 15 ans et leurs prédictions sur l'avenir de l'Iran, qu'ils aient eu raison ou tort. Personne ne fait cela. Ils continuent à dire des absurdités. Ils continuent à se tromper. Les États-Unis continuent de mal interpréter la situation. Ils mettent en œuvre, et les Européens et ce régime sioniste, et ils continuent de mettre en œuvre des politiques qui leur nuisent plus qu'à quiconque. Car lorsqu'on applique une politique fondée sur l'ignorance, on finit par en souffrir. Et le régime israélien s'est révélé être un énorme fardeau pour l'Occident. Ce n'est en aucun cas un atout. L'image de l'Occident a été démolie, complètement démolie, à cause de Gaza, à cause des attaques génocidaires au Liban, à cause de la guerre menée contre le Yémen, à cause de la guerre non provoquée contre l'Iran, à cause du nettoyage ethnique en Cisjordanie, et parce que le régime israélien est désormais universellement reconnu comme un régime d'apartheid, ethno-suprémaciste. Les peuples du monde entier se sont réveillés. Les gens en Occident se sont réveillés. On voit des acteurs majeurs aux États-Unis comme Tucker Carlson, Candace Owens, même Bannon à sa manière. Pas que ce soit quelqu'un que j'admire d'une quelconque façon, mais même Bannon à sa manière. Regardez comment et bien sûr de manière générale, on voit comment les gens changent, et même les attitudes envers l'Iran. Parce que à gauche en Occident, pas dans le Sud global. Dans le Sud global, la gauche a toujours eu une bonne relation avec l'Iran, une excellente relation dans de nombreux cas. Mais en Occident, la gauche a toujours été irrationnellement hostile envers l'Iran. Et il y a de nombreuses raisons à cela, et je ne veux pas m'y attarder. Peut-être qu'un jour, nous pourrons en discuter en détail. Mais nous voyons que la gauche change d'attitude, grâce à beaucoup de personnes très respectables. Mais aussi à droite, les attitudes évoluent vis-à-vis de l'Iran. Et la gauche, comme la droite, leurs attitudes changent également envers le régime israélien et envers les régimes occidentaux. Et cette division qui a été créée en Occident pour maintenir les gens séparés, pour les garder dans de petits groupes isolés les uns des autres, afin que le régime puisse gouverner plus facilement, cette division est en train de s'effondrer. Et les gens, quel que soit leur bord, gauche, droite, centre, où qu'ils se situent sur l'échiquier politique, prennent conscience de ce qui se passe. Ils prennent conscience que les médias occidentaux, qu'il s'agisse de médias d'État comme la BBC ou de médias dits privés comme CNN, que ce soit la soi-disant gauche comme MSNBC, qui est en réalité libérale, ou la droite comme Fox News. Et c'est la même chose partout en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Ils sont tous pareils. Ils appartiennent tous au même régime politique. Ils ne reflètent pas l'opinion du peuple. Ils cachent un génocide.
Ils cachent un holocauste. Si vous dites « mort à la Tzahal » lors d'un concert, à la Tzahal, même pas aux sionistes, juste à la Tzahal en tant qu'institution de massacre, comme l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous dites cela, la police viendra vous chercher. Vous serez censuré. Il y aura une enquête. Tout le régime politique et les partis politiques affiliés au régime vous condamneront unanimement. Ils vont vous faire sentir menacé. Tout cela pousse les gens à s'éveiller encore davantage. Cela produit l'effet inverse de ce qu'ils voulaient. Plus ils se dévoilent, plus les gens se rendent compte que toute cette notion de monde civilisé et de monde libre n'était qu'une façade. Et pas seulement en Occident, mais partout dans le monde. Les gens sont témoins de ce qui se passe. Au Royaume-Uni, ils voient ce qui se passe aux États-Unis. Ils voient ce qui se passe à Gaza et en Iran. Ils voient comment les régimes occidentaux et l'Agence internationale de l'énergie atomique cautionnent en réalité des frappes aériennes sur des sites nucléaires civils, ce qui pourrait, en théorie, tuer des gens dans toute la région et dans les villes voisines à cause de la contamination. Voilà à quel point ils sont sinistres. Les gens le voient partout dans le monde. Les choses ont changé et elles ne reviendront pas en arrière. Tout cela, en grande partie, est dû au régime israélien. L'Empire est sinistre, il n'y a aucun doute là-dessus. Le rôle qu'il joue en Afrique, en Amérique latine, à travers l'Asie, en Asie du Sud-Est, où que l'on regarde, n'a jamais été bienveillant. Il a toujours été sinistre. Mais ce qu'ils ont fait à Gaza, et l'Holocauste à Gaza qui se déroule sous nos yeux depuis presque 2 ans, jour et nuit, et en même temps nous voyons comment les médias occidentaux détournent le regard ou tentent de le justifier, et comment les États occidentaux répriment ceux qui protestent et leur font payer le prix. Tout cela signifie que le projet sioniste est un handicap. C'est un fardeau pour l'Empire, surtout pour un empire qui s'effondre rapidement et qui est arrivé au bout du chemin.